Bonjour. Aujourd'hui, je vais entamer le chapitre 4 qui sera destiné aux mesures en haute tension. Donc, il est consacré à la mesure des hautes tensions. Alors, comme on le sait, dans les laboratoires d'essais industriels, et de recherche, donc il est essentiel de mesurer d'une manière exacte, d'une manière précise, les tensions et le courant garantissant une parfaite sécurité du personnel et des équipements. Donc la première des choses à faire, c'est que la mesure, elle doit être faite d'une précision acceptable, justement pour qu'une parfaite sécurité soit garantie au personnel et aux équipements, bien sûr. Donc, les mesures de tension et de courant électrique, donc, ils impliquent des problèmes qui sont un petit peu plus complexes qu'un spécialiste n'a pas à faire face. Donc, les équipements de tension, donc, généralement, ces problèmes résident dans le fait que ces équipements ont de grandes capacités parasites. Donc, le problème, il réside dans les capacités importantes, des capacités parasites par rapport, bien sûr, aux structures de mise à la terre. Donc, là, on sera donc en présence de grands gradients de tension. Ils seront déjà établis, bien sûr, entre ces condensateurs, entre ces capacités parasites et les structures de mise à la terre. Donc, toute personne manipulant ces équipements et les appareils de mesure doit être, bien sûr, protégée, bien sûr, contre ces surtensions. Donc, c'est une condition quand même nécessaire pour cela. Alors, même si les principes de mesure sont les mêmes avec ceux utilisés en basse tension, les appareils et instruments de mesure de tension de grand élevé, donc ils diffèrent d'une manière considérable des appareils basse tension ou des appareils à faible courant. Donc les mesures effectuées sur des équipements haute tension est vraiment très différente du cas où les mesures sont effectuées sur des équipements basse tension et c'est des équipements qui sont à faible courant. Donc il est important donc ici de souligner que les tensions et les courants dans les essais haute tension sont difficiles. Donc là il y a une certaine difficulté. Bien sûr, cela vient du fait que les amplitudes sont très très importantes et la mesure n'est pas directe. Donc la mesure elle n'est pas directe avec des systèmes de mesure et d'enregistrement conventionnels. Donc on ne peut pas utiliser, si vous voulez, les systèmes de mesure, voire d'enregistrement conventionnels. Alors, en outre, non seulement la valeur de crête, elle est, mais aussi la forme de signal. Donc on ne mesure pas seulement la valeur de crête, mais aussi il faudrait mettre en tête la forme du signal, en particulier lorsqu'il s'agit de tension bien de courant impulsionnel. Donc là, la mesure, elle ne se fait pas simplement, pour la valeur de crête, mais aussi on doit mesurer, si vous voulez, déterminer les formes d'onde de signal. Et bien sûr, là, vu que ce sont, comme on l'avait dit, que ce sont des grandeurs à amplitude très élevée, là, ça nécessite bien sûr un système d'enregistrement qui soit adéquat. Alors, ce chapitre-là, ce chapitre est bien sûr est consacré à la description des divers appareils et circuits de mesure de tension et courant élevé. Donc, ce chapitre va nous décrire, si vous voulez, les divers appareils et circuits qu'on peut utiliser pour la mesure des tensions, voire des courants élevés. Bien sûr, l'application du dispositif au type de tension et de courant est également discutée.
Alors, ce chapitre 4, on a jugé nécessaire de le diviser en 4 sessions, en 4 conférences qui se suivent. Donc la première session est consacrée aux techniques de mesure de la haute tension de crête. Donc là, on va parler des techniques de mesure. La session numéro 2 est consacrée aux éclateurs à sphère. La troisième session, elle est consacrée au voltmètre électrostatique. Et la dernière section, elle est consacrée au diviseur de tension. Bien sûr, et tout ça, tous ces éléments, tous ces dispositifs de mesure sont utilisés justement pour la mesure des valeurs élevées de la tension mise en jeu ici. Alors, je vais commencer tout d'abord par la première session. Cette première session, qui est d'ailleurs l'objectif de cette présentation, elle est réservée donc aux techniques de mesure de la haute tension de crête. Donc, on va en parler des différentes techniques. Des différentes techniques de mesure de la haute tension. Alors, les objectifs de cette session, donc l'étudiant va apprendre ce qui suit. Donc, on va parler dans un premier point des techniques de mesure haute tension. On parlera aussi de la méthode de Ship-Fortescue. Et bien sûr, le troisième point qui est très très essentiel, c'est comment mesurer la tension, la valeur crête de la tension. Donc, les valeurs crête de la tension. Alors, concernant les techniques de mesure de haute tension, donc généralement nous avons affaire à des tensions très élevées, donc il nécessite un petit peu des techniques, disons un petit peu spéciales pour leur mesure. Donc chaque type de tension, à savoir qu'il soit en alternative, donc AC, DC ou bien pulsionnel, donc peut être mesuré bien sûr de manière appropriée par plusieurs techniques différentes. Donc généralement, les tensions DC, même élevées, donc on peut avoir plusieurs techniques pour la mesure des différents types de tensions, qu'elles soient des tensions alternatives, de forme sinusoïdale ou pas, des tensions contenues ou encore des tensions impulsionnelles. Alors, ici, donc, nous avons affaire à un choix de méthode. Donc, le choix de la méthode de mesure dans un laboratoire est une question de commodité. Donc, quelle est la méthode la plus adéquate, la plus commode pour telle ou telle mesure? Donc là, c'est la première, si vous voulez, le premier critère à utiliser. Le deuxième, c'est le problème, c'est le critère de coût. Et le troisième critère, c'est la précision requise pour la mesure, en plus, bien sûr, de la sécurité. Donc nous avons 4 points à mettre en tête. C'est la commodité, pardon. Je m'excuse, je suis un peu malade. Donc, une question de commodité, de coût, de précision et bien sûr de sécurité. Ce sont là les 4 critères à prendre en considération lors du choix de la méthode de mesure. Alors, les complications des mesures augmentent avec l'amplitude de la tension. Donc, l'amplitude de la tension a fait que il y a quelques complications qu'on peut rencontrer lors de la mesure d'amplitude de plus en plus élevée. Alors, les problèmes, généralement, se limitent principalement aux grandes structures des dispositifs, des techniques de contrôle des contraintes électriques appliquées pour éviter les décharges partielles et les décharges complètes. Donc, quels sont ces problèmes-là? Donc, les problèmes se limitent principalement bien sûr, nous avons affaire aux grandes structures du dispositif. Et deuxièmement, le deuxième problème, c'est la technique de contrôle des contraintes électriques appliquées, bien sûr, pour éviter des décharges partielles ou encore des décharges complètes. Donc ce sont là les 2 grands problèmes
rencontrées lors de la mesure. La première des problèmes, c'est on a affaire à des dispositifs de grande taille. Et le deuxième point, nous avons affaire à développer des techniques de contrôle des contraintes électriques, bien sûr. Et cela, c'est pour éviter, dans la mesure du possible, donc on va éviter les décharges. Ces décharges peuvent être partielles ou encore complètes. Alors, les techniques de mesure de haute tension dans les systèmes de puissance électrique sont bien sûr différentes. Ceux-ci ne sont pas abordés dans ce cours. Donc, ici, on ne va pas aborder les techniques de haute tension dans les systèmes de puissance, c'est-à-dire sur site. Donc, on ne va pas les aborder, on va aborder simplement les mesures effectuées dans les laboratoires. Et bien sûr, ces techniques-là ne sont pas abordées dans ce cours. Donc, les différentes techniques de mesure adoptées par les trois différents types de tension sont, on les a, si vous voulez, résumées dans un tableau. Ce tableau que vous voyez là, donc nous avons ici résumé dans ce tableau. Donc ici, nous avons le type de tension. Donc le premier cadran, il concerne les tensions alternatives à fréquence industrielle. Le deuxième cadran, il représente les tensions continues. Et le dernier cadran, il représente les tensions impulsionnelles, qu'elles soient de foudre ou de manœuvre, de différentes polarités positives ou négatives, et bien sûr d'autres hautes tensions, bien sûr haute fréquence. Alors, si on voit les méthodes ou la technique utilisée pour la mesure des différents types de tension, donc nous remarquons ici que pour la mesure de la tension alternative à fréquence industrielle, nous avons, ou bien par exemple, mesurer la tension des primaires ou basse tension. On peut utiliser des éclateurs à sphère, donc ce sont là. On peut aussi utiliser le voltmètre électrostatique, les impédances en mettre en série, des viseurs de tension, des oscilloscopes. Et bien sûr, pour la tension continue, éclateur à sphère, ainsi de suite. Donc, nous avons ici résumé les différents types de tension auxquelles on a affaire. Et ici, dans la partie de droite, les différentes techniques qu'on peut utiliser pour leur mesure. Donc, en résumé, si on récapitule un petit peu le tableau là, on peut voir deux catégories. Donc, que la technique, nous avons dans tous les types de tension, donc la technique la plus ancienne qui est l'éclateur à sphère, donc ici vous avez l'éclateur à sphère, là, ici pour la tension continue vous avez aussi l'éclateur à sphère, bien sûr quelle que soit la polarité, ici aussi quelle que soit la polarité, donc nous avons donc l'éclateur à sphère, c'est la méthode la plus ancienne. Et la technique moderne et la plus précise, c'est les diviseurs de potentiel. Donc, comme nous avons ici, on utilise les diviseurs de potentiel comme c'est indiqué dans le cas de la tension alternative, dans le cas de la tension continue, et bien sûr dans le cas où la tension est impulsionnelle. Et sont applicables pour la mesure des trois types de tension et la polarité. Donc, les techniques se rangent entre une méthode très très ancienne et une méthode qui est quand même très moderne, et elle est encore plus précise que la méthode de l'éclateur à sphère, sont utilisées pour n'importe quel type de tension et pour n'importe quelle polarité. Donc, qu'elle soit positive, négative, qu'elle soit alternative, continue ou impulsionnelle. Et elle engendre les deux cas de tension impulsionnelle. Alors, la technique de l'éclateur à sphère, elle a été largement utilisée depuis plus d'un siècle. Et actuellement, on est en train de l'éviter. Elle perd de plus en plus sa place pour les mesures, car elle présente quelques inconvénients, et c'est des inconvénients qu'on a quand même surmontés avec d'autres techniques.
Ces inconvénients-là de cette méthode-là, donc elle ne permet, l'un des inconvénients, c'est qu'elle ne permet pas une mesure en continu de la tension. Donc on ne peut pas mesurer continuellement la tension. Donc un contournement est nécessaire. Donc un contournement entre les deux sphères est indispensable, nécessaire pour que la mesure soit faite. Aussi, cette technique de mesure, elle n'est pas, elle souffre de la précision, donc elle n'est pas précise. Cela peut donner des erreurs jusqu'à 3%. Donc jusqu'à 3% pour la mesure. Alors la deuxième technique, ce sont les voltmètres électrostatiques. Bien sûr, là, ces voltmètres électrostatiques sont adaptés à la mesure de la tension alternative, donc à sa valeur RMS, donc sa valeur efficace si vous voulez, et bien sûr, et continue. Donc le voltmètre électrostatique, c'est un instrument quand même qui est plus précis. Mais le problème, il réside dans la taille, le coût et les problèmes d'ajustement. Donc, le problème lié à sa taille, à son coût et au problème d'ajustement ont fait qu'il n'est pas très largement utilisé. La troisième technique, pour mesurer la tension à fréquence des réseaux alternatifs, le moyen le plus simple consiste à mesurer la tension du côté primaire, par exemple. Donc on peut mesurer la tension du côté primaire, bien sûr du côté primaire, ce qui veut dire le côté basse tension du transformateur de test alternatif, et bien sûr de calibrer le cadran du voltmètre basse tension en le multipliant par le rapport de transformation pour obtenir la haute tension. Ça c'est une technique, mais cependant cette technique pourrait donner lieu à des erreurs de deux manières. Dans une première manière, c'est en cas de charge capacitive élevée, la sortie du courant principal du transformateur de test entraîne une sortie de tension réelle plus élevée que celle mesurée à l'aide du rapport de transformation du côté primaire. Donc, si vous mesurez la tension primaire, donc, vu que des côtés secondaires, il y a des charges capacitives élevées, ils ont fait que la tension réellement sur le secondaire est supérieure à celle mesurée au primaire. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est l'effet Ferranti, si vous voulez. C'est l'effet Ferranti, c'est quand vous avez c'est l'effet de la capacité supplémentaire qui existe dans un circuit électrique. Donc, si vous prenez par exemple une ligne de transmission, pour une ligne de transmission, l'effet Ferranti, c'est dû à la capacité de la ligne, lorsque la ligne est peu chargée ou bien elle n'est pas chargée. Et dans ce cas, nous obtenons une tension à la fin de la ligne qui est supérieure à la tension au début de la ligne. Et c'est la même chose ici si vous prenez le cas du transformateur. Si vous mesurez la tension au primaire et vous allez la multiplier par le rapport de transformation pour déterminer la tension du secondaire, ça sous-entend que l'effet capacitif du secondaire soit négligé. Alors réellement, on est en présence, quand on fait des mesures, on est en présence d'éléments qui présentent des capacités très élevées. Le cas puisque ici, le cas le plus prépondérant, c'est les isolants. Et les isolants ont un circuit équivalent capacitif, ils ont la composante capacité qui est prépondérante. Et à partir de là, la tension au secondaire devient très importante par rapport à celle mesurée au primaire. Et ici, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la tension de sortie n'est pas parfaitement sinusoïdale. Donc ici, la tension n'est pas parfaitement sinusoïdale. La valeur de crête n'est pas multipliée par la valeur efficace. Donc la valeur de crête n'est pas, on ne peut pas la multiplier par le fameux racine de 2 par donc une constante multipliée par la valeur efficace. Donc, vu ces deux problèmes-là, et pour surmonter ce problème, donc il est recommandé de mesurer directement la valeur de crête de la tension de sortie côté haute tension. Donc, il faut éviter de mesurer du côté basse tension, il faudrait simplement faire la mesure du côté haute tension, et là, le problème devient plus simple. Alors,
La rupture globale ou la rupture des propriétés d'isolation des électriques se produit en général au pic de la tension appliquée. Ça, on le connaît. Donc, quand vous avez, une décharge, qu'elle soit une décharge globale ou complète, si vous voulez, ou bien on perd les propriétés d'isolation des électriques, donc généralement, elle se fait pour une tension égale à la tension crête de la tension appliquée. Alors, la tension alternative à fréquence industrielle ne peut pas toujours être rapport à la forme d'onde sinusoïdale parfaite. Et la tension de sortie continue peut avoir une ondulation. Donc, si on parle des tensions alternatives, donc elle n'est pas toujours parfaitement sinusoïdale. Et pour une tension continue, elle présente toujours des ondulations, ainsi que pour la tension d'impulsion. Donc, pour la tension d'impulsion, donc la valeur crête, elle est significative. Donc, on doit avoir cette valeur-là, puisque vous avez une tension d'impulsion, une tension impulsionnelle, la valeur crête, c'est la valeur la plus importante. Par conséquent, donc, vu ces trois points-là, donc, la mesure de l'amplitude de la crête de ces tensions est donc d'une grande importance. Donc, on doit mesurer, on doit être capable de mesurer cette valeur de crête, parce que vous avez la valeur de crête en continu, ou bien en alternative, ou bien en impulsionnel, et qu'on ne peut pas, et qui présente des difficultés, et à partir de là, il faudrait trouver des techniques, une manière plus précise pour déterminer la valeur de crête. Alors, on parle maintenant de la méthode de Fortescue avec le Shoup. Donc, le schéma de base, c'est celui-là. Le schéma de base, c'est celui-là. Donc, il est présenté là. Donc, il présente quoi? Il a un condensateur standard, deux diodes, D1 et D2, avec un élément de mesure, donc un bobine d'instrument équivalent, uniquement. Donc le courant de déplacement IC, donc le courant IC, qu'est-ce qu'il fait? Il est subdivisé en deux parties, une positive, donc une composante positive et une composante négative, qui bien sûr qui sont cette division, c'est par l'emploi de diodes connectées dos à dos. Donc la chute de tension en bord de cette diode, généralement, c'est des diodes faibles, donc en silicium, elle est inférieure à 1 volt. Donc s'ils sont inférieurs à 1 volt, donc on peut facilement la négliger. Donc doivent être donc négligées lorsque des tensions élevées doivent être mesurées. Donc l'instrument de mesure peut être inclus dans l'une des deux branches, comme c'est indiqué ici, donc, ou bien dans cette branche, comme c'est le cas de cette figure, ou bien dans cette branche. Ça rapporte pas. Dans les deux cas, il lit une amplitude de charge par cycle. Donc, à chaque cycle, il va lire une amplitude ou la valeur de moyenne des courants. Donc, si on prend le courant IC, donc il est donné par CdV sur dt. Donc, c'est la capacité par la variation de la tension par rapport au temps. Connaissant que I, c'est 1 sur T, l'intégrale de T1 à T2 de IC dt, ce sera égal à C sur T, par l'intégrale de dV entre T1 et T2. Bien sûr, à l'instant, donc dV, donc l'intégrale de dV, c'est V, et V à l'instant T2, c'est, à l'instant T2, voici l'instant T2, si on prend l'instant T2, donc c'est V max positif, et à l'instant T1, c'est V max négatif. Donc, et là, on a supposé que le courant présente une forme quelconque. Donc ici, là, c'est la partie intégrale. Donc, si vous intégrez, donc vous trouverez ces valeurs-là. Bien sûr, toute une période, c'est 1 sur F. Donc, la période, ce n'est autre que l'inverse de la fréquence. D'accord? Ici, c'est l'axe des temps. Donc, ici, c'est l'axe des temps. Ici, c'est le courant et la tension. Alors, la différence entre la valeur de crête positive et négative, donc si vous prenez la différence entre ce point
Et ce point, ce n'est autre que VPP. C'est ce qu'on appelle la valeur crête à crête d'un signal, donc de crête à crête. Maintenant, si vous avez des valeurs de crête, les valeurs de crête sont égales, et c'est la condition qui généralement, qui peut s'appliquer généralement. Donc on peut écrire que le courant I, c'est égal à C, donc C sur T, donc c'est CF, et Vmax plus Vmax négatif, en valeur absolue, ce sera 2 fois Vmax. Donc connaissant, si on connaît, c'est ce qu'on peut connaître. Si on peut connaître avec précision, bien sûr, la valeur de C et la valeur de F, donc avec la connaissance du courant mesuré, donc on peut avoir le 2 fois Vmax. Et là, la valeur réelle de la tension alternative crête, on peut la déterminer. Comment maintenant, la valeur de crête, comment on peut la mesurer pour une tension sinusoïdale, si vous voulez. Donc, comment peut-on mesurer cette valeur cette valeur crête? Donc, il y a un bon nombre de circuits redresseurs ont été proposés pour la mesure de la valeur crête de la tension alternative à fréquence industrielle, bien sûr, et aussi impulsionnelle. Donc, pour fonctionner avec des diviseurs de tension capacitifs. Donc, nous avons plusieurs circuits qui ont été proposés par différents chercheurs pour la mesure de cette valeur crête. Et cette valeur crête, donc ce circuit de mesure va être utilisé conjointement avec des diviseurs de tension capacitifs. On en parlera plus tard. Donc le premier circuit, c'est ce circuit-là, dans lequel nous avons un diviseur capacitif et avec un circuit formé d'une diode, d'une résistance et d'une capacité pour justement mesurer la valeur crête. Donc ce circuit a été proposé par Baudler et Stern en 1930. Alors, dans ce circuit, vous avez la capacité CS. Bien sûr, il est formé de plusieurs capacités, ils n'ont pas une seule capacité. Donc, ils sont chargés à la valeur V2. Donc, ils sont chargés à la valeur de V2. Bien sûr, V2, c'est le bras inférieur des diviseurs de tension capacitifs. Alors, si V2 il diminue, si on diminue la valeur de V2, CS, elle maintient sa charge. Donc, le CS va maintenir sa charge. Elle va maintenir sa charge et la tension à travers elle ne changera pas. En raison du courant de polarisation inverse du courant de la diode, bien sûr, il y a un risque que U2 il gagne une composante continue négative au fil du temps, avec le temps. Donc, bien sûr, il y a le problème de la polarisation inverse de la diode, ce qui veut dire que U2 peut avoir une composante continue négative avec le temps, bien sûr. Par conséquent, nous avons VM, c'est la tension mesurée, donc VM ne suivra plus le changement de V2. Quel que soit le changement de V2, elle ne va pas le suivre. Par conséquent, les résistances de décharge R2 et RD doivent être incluses dans ce circuit. Et pour cette raison, on va inclure cette résistance-là et cette résistance-là, ils sont inclus dans. Bien sûr, pour que ce schéma fonctionne correctement, la constante de temps RD-CS, elle est généralement entre 0,5 et 1 seconde pour, bien sûr, généralement obtenir une bonne, si vous voulez, une bonne réponse. Alors, lorsque les conditions de réponse du circuit sont prises en compte, la valeur crête de la tension peut être mesurée facilement en utilisant, bien sûr, cette expression-là. Donc, V1, qui est la tension, bien sûr, appliquée. Donc, ici, on a noté V, c'est V1, pardon. Donc, ici, c'est V1. Donc, cette tension V1, ce n'est autre quoi? Ce n'est autre que VM multiplié par C2 plus C1 sur C1. Et là,
là, on peut facilement avoir la tension crête d'entrée. Sur ce, je termine cette première session du chapitre 4. Donc, je récapitule un petit peu ici. Donc, on en a parlé des différentes techniques de mesure des différentes tensions, qu'elles soient alternatives, continues ou impulsionnelles. Et nous avons donné les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre méthode. Nous avons aussi parlé de la mesure, comment peut-on mesurer la valeur crête d'une tension alternative à fréquence industrielle. Donc je vous remercie une fois encore pour avoir suivi cette présentation. Donc si vous avez des questions ou autres, donc je serai à votre disposition pour répondre à n'importe quelle question via la plateforme Moodle. Donc je vous remercie une fois encore et à la prochaine présentation qui va être consacrée à la session 2 de ce chapitre. Merci pour votre attention.